on va donner la parole à M. Si Rahali, qui va nous parler de l'exploitation de la démarche de la résolution des problèmes à l'ère du numérique. La parole est à Si Mohamed Rahali, qui nous vient du nord du Maroc, de Aros Chamal, Tanger. De Casa. À vous la parole. Oui. Je suis de Casa, mais je suis membre de la SVT de Tanger-Tétouan. Ah oui. D'accord. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup et bienvenue avec nous pour nous permettre d'avoir évidemment une idée sur la résolution de problèmes dans l'ère du numérique. Et merci à vous la parole. Merci à vous, monsieur Smlali, pour la modération de cette e-rencontre. Merci à notre encadrant, monsieur Drissi, pour sa réflexion qui était très riche. Merci aussi à mes collègues Sharaka et Hennaoui pour le partage très riche et à monsieur Bqali qui va venir par la suite. Merci à toutes les participantes et à tous les participants. Je vais essayer à travers ces quelques minutes de partager aussi une réflexion et combinant théorie et pratique à propos de la résolution de problèmes. Donc, mon intervention elle sera articulée en trois parties. Je ne sais pas si vous avez l'écran partagé. Oui, Sir Hali. L'écran est partagé. Oui, c'est partagé. D'accord, c'est bon. Donc, je vais essayer d'articuler cette intervention en trois parties. La définition et les caractéristiques de la résolution de problèmes, la légitimité officielle, didactique, pédagogique, les fondements, etc., et la philosophie de cette stratégie, et par la suite, le processus de la résolution des problèmes, les méthodes et les outils numériques utilisés. Donc, je vais commencer rapidement par donner une petite définition et les caractéristiques de cette stratégie d'enseignement. Normalement, la résolution de problèmes, c'est un sujet qui est très riche et qui a, normalement, on trouve plusieurs écrits de cette stratégie. Cette approche approcher toutes les sphères de l'enseignement, y compris les universités et les facultés. La résolution de problèmes, elle peut être abordée de différents angles. Du côté de l'apprenant, c'est un acte intellectuel qui est complexe. Du côté de l'enseignant, c'est une stratégie d'enseignement. Mais on ne peut pas parler d'une résolution de problème que s'il y a vraiment et réellement un problème pour celui qui apprend. Ce problème, pour l'approprier de la part de l'apprenant, il doit être contextualisé dans une situation particulière dite situation problème. Donc une troisième caractéristique de la résolution de problème, c'est les caractéristiques de la situation. Une autre caractéristique de la résolution de problème, c'est sa complexité. Elle permet la construction des apprentissages qui ont un caractère interdisciplinaire, c'est-à-dire la résolution nécessite un appel de savoir extradisciplinaire, des savoirs en SVT, en mathématiques, en physique, chimie, géographie, etc. Et une autre caractéristique, c'est sa nature pragmatique. La résolution de problèmes, normalement, elle vise les apprentissages qui sont utiles pour l'apprenant, et ceci il permet de mettre en relation ou bien en tension les concepts que connaît l'apprenant, les concepts de la vie courante, avec les concepts scolaires. Donc, la résolution de problèmes, tantôt une stratégie d'enseignement et d'apprentissage, tantôt une démarche intellectuelle complexe, et tantôt des caractéristiques d'une situation. Pour simplifier la définition, on peut dire que la résolution du problème est un processus de définition et de mise en œuvre d'une solution pour une difficulté. Maintenant, on va voir la légitimité officielle de cette stratégie. Ces dernières années, beaucoup de systèmes éducatifs internationaux entreprennent les réformes de leur programme d'études scolaires
en incluant explicitement la résolution des problèmes comme une compétence transversale. Oui, pardon. S'il vous plaît, désactivez le micro. C'est oui. C'est fait, c'est... D'accord, c'est bon. Donc, j'ai dit que la résolution de problèmes, elle constitue actuellement une compétence transversale. Il est cité par plusieurs référentiels comme l'une des compétences du XXIe siècle. Et dans le curriculum formel marocain, éducatif bien sûr, et comme c'est le cas en SVT, la résolution du problème est considérée comme une habilité, un savoir-faire, mahara. C'est un savoir-faire de haut niveau. C'est un élément clé de la compétence. Donc, si on essaye de donner le statut de compétence à la résolution du problème, et en appliquant cette stratégie dans les classes, il faut définir au niveau de la planification de cette compétence les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être d'apprentissage, et il faut contextualiser ces savoirs dans une situation, qu'on appelle la situation problème bien sûr. Donc, c'est la légitimité officielle. Je vais parler rapidement de la légitimité didactique et pédagogique de cette stratégie. Donc, normalement, les fondements de cette stratégie remontent à un courant pédagogique appelé le courant cognitif. Pour ce courant, apprendre, c'est transformer des structures cognitives préalables, un déjà là, c'est واحد التمثلات وتصورات عند المتعلم qu'on appelle des préconceptions en de nouvelles structures ou de nouvelles conceptions. Cette transformation se fait à travers l'action de l'apprenant sur son environnement. Dans ce cas, on parle d'un modèle qui est proactif, modèle pédagogique proactif. Par la suite, il y a le modèle constructiviste de Piaget, qui a postulé que l'apprentissage il se fait par paliers, en déstabilisant les préconceptions de ses apprenants à travers l'action de l'environnement sur l'apprenant. Cette action de l'environnement sur l'apprenant représente le modèle ou bien le mode pédagogique réactif. Par la suite, il y a le modèle socio-cognitif de Vygotsky. Pour ce modèle, apprendre nécessite un conflit qui est socio-cognitif, c'est-à-dire une interaction entre les apprenants. Dans ce cas de ce modèle représente un mode pédagogique appelé interactif. Donc, il y a une interaction entre les apprenants pour construire les apprentissages. Donc, par la suite, ces fondements, ils ont donné naissance à ce qu'on appelle les pédagogies actives. Et la résolution du problème, elle représente une pédagogie active parmi d'autres. Et la résolution du problème commence toujours par une motivation, c'est-à-dire une situation de problème. Par la suite, il y a une résolution pour donner à la fin ce qu'on appelle une solution. Des didacticiens et des académiques, ils ont rajouté que si cette pédagogie est pratiquée avec tous ces ingrédients, de l'amont des apprentissages vers l'aval des apprentissages, il serait efficace en termes de résultats et en termes de profil pragmatique de l'apprenant, c'est-à-dire un apprenant, un citoyen qui est capable d'intégrer facilement, de s'intégrer facilement dans la vie sociale et professionnelle. Donc, ce sont les fondements, les principaux fondements pédagogiques de cette stratégie d'enseignement. Maintenant, on va parler un petit peu du processus. Pour le processus, je vais essayer d'approcher deux processus de résolution du problème. Je vais combiner deux modèles, celui de Marcel Lebrun. Pourquoi Marcel Lebrun toujours? C'est un technopédagogue qui essaye d'introduire la technologie d'information et de communication dans l'enseignement et au niveau des pédagogies actives telles que la résolution de problèmes. Le deuxième modèle, c'est un modèle préconisé dans les classes par quelques didacticiens en SVT. C'est le modèle de la démarche d'investigation. Donc, pour Lebrun, il définit, comme c'est déjà cité par mes collègues, M. Drissi, il définit 5 étapes pour résoudre un problème. D'abord, on commence par la motivation, puis il y a l'information, l'élève doit s'informer.
puis il doit s'activer pour résoudre le problème. Vers la fin, il va donner un produit. Et ce produit, normalement, il est bien manifesté au niveau de la pédagogie de projet. Et au cours de ces 4 étapes, il y a une étape citée par mes collègues, c'est l'interaction. À ce niveau, concernant l'interaction, Marcel Lebrun définit 2 types d'interaction. Il y a l'interaction relationnelle, c'est-à-dire la relation apprenant-apprenant, 2 apprenants devant un ordinateur, par exemple. Il y a aussi l'interaction fonctionnelle, c'est-à-dire la relation entre l'apprenant et la machine. Par exemple, l'apprenant devant les interfaces, les boutons et les menus, par exemple. Donc, au niveau de cette interaction fonctionnelle, on définit 2 types d'interaction, d'interactivité. Il y a l'interactivité, bien sûr, que je viens de citer, c'est l'interactivité réactive. C'est l'exemple des logiciels exerciceurs, des tutoriels, etc. L'ordinateur, à ce niveau, il attend de l'apprenant une réponse suite à un stimulus. Il y a aussi l'interactivité proactive. Pour cette interactivité, je donne l'exemple des logiciels de modélisation. À ce niveau, l'apprenant, il entreprend une construction personnelle des apprentissages. En combinant ce modèle avec le deuxième modèle, donc on peut aboutir à ce schéma-là. Donc, le modèle de la résolution de problèmes en SVT définit la résolution de problèmes à travers 2 attributs. Le premier attribut, c'est l'existence d'un écart entre une situation présente insatisfaisante, c'est la situation problème, et une situation désirée satisfaisante, c'est la solution. Le deuxième attribut, c'est que il y a absence évidente d'un cheminement menant à la résolution de cet écart. Donc ceci exige de la part du résolveur, l'apprenant, une démarche qui est cognitive, d'élaboration, de vérification d'hypothèses et de solutions. Comme vous pouvez le constater au niveau de ce schéma, vous avez la situation présente, c'est à ce niveau qu'on propose la situation problème à l'apprenant, et d'abord on peut laisser le choix à l'apprenant. D'abord, la situation présente, elle doit être contextualisée avec une tâche qui est complexe et à la portée de l'élève. On peut proposer par exemple une capsule vidéo en dehors de la classe et on peut laisser à l'apprenant un degré de liberté, c'est-à-dire un degré de liberté qui est élevé, comme vous le voyez au niveau des flèches divergentes. Dans ce cas, l'apprenant, il doit s'informer et s'activer à la recherche de solutions ou bien à tester ses hypothèses, les solutions provisoires. Et comme vous le voyez, on laisse le libre choix à l'apprenant quant aux ressources numériques. Dans ce cas, l'enseignant, elle joue un rôle de médiateur, c'est-à-dire il laisse le choix à l'apprenant de choisir les informations pour résoudre son problème. Par la suite, il y a l'intervention de l'apprenant. Et l'intervention de l'apprenant, il va intervenir maintenant comme un tuteur, et il va, par un effet barrière, donc, et à travers des consignes, des supports numériques qui sont sélectionnés, il va orienter l'apprenant vers la solution souhaitée. Donc, comme vous le voyez, vous avez une pensée d'abord divergente de la part de l'apprenant, on peut laisser le choix à l'apprenant, et par la suite, on peut injecter les consignes et les contraintes pour l'orienter vers la solution désirée. Donc, si on essaye de voir ce schéma d'une autre manière, avant de donner ou bien d'injecter la situation problème pour piéger l'apprenant et tirer sa motivation, l'enseignant il doit d'abord réfléchir et faire émerger les conceptions des apprenants. C'est la première étape, avant la mise en situation. Donc, vous avez la mise en situation comme début, mais avant, l'enseignant, une évaluation diagnostique pour faire émerger les conceptions des apprenants. Et on a dit que la résolution du problème nécessite de mettre en relation ou bien en tension ce que c'est déjà l'apprenant et les savoirs scolaires.
Par la suite, il y a la problématisation. L'élève, il doit définir le problème, le construire, et il va déclencher la recherche et l'investigation. Donc, la troisième étape, c'est l'investigation. La quatrième étape, c'est la verbalisation. Les apprenants, ils vont trouver plusieurs solutions. Et au niveau de la classe, ces solutions, ils seront confrontés. Les apprenants, d'abord, ils verbalisent ce qu'ils ont trouvé, confronter leur modèle. Chacun, il va confronter le modèle avec l'autre, ou bien chaque groupe avec l'autre groupe, pour arriver enfin vers une nouvelle conceptualisation qui est coopératif et collaboratif. Donc, vers la fin, l'intervention de l'enseignant, il va essayer d'institutionnaliser les savoirs avec une trace écrite. On va voir ceci par la suite. Donc, si on essaie de combiner ce modèle de démarche d'investigation pour résoudre un problème en SVT avec le modèle de Marcel Lebrun, on obtient ceci. Voilà. Donc, première étape, c'est l'étape de la motivation. Dégager les conceptions et mettre l'apprenant en situation d'apprentissage ou bien c'est la mise en situation. Deuxième étape, laisser l'apprenant de s'informer, de chercher le problème et à l'investigation par la suite, c'est-à-dire l'activation. Par la suite, il y a l'interaction, et l'interaction normalement il commence dès la motivation jusqu'à la fin de la résolution du problème, mais au niveau de la confrontation des résultats entre les élèves, l'interaction elle est trop manifestée. Par la suite, la production, c'est-à-dire soit une production écrite, soit la production des nouveaux savoirs, des nouveaux modèles, etc. Donc, la première étape qui est la mise en situation. Comme j'ai déjà dit, pour mettre en situation l'apprenant, il faut chercher ses préconceptions sur un concept, sur une notion. Quelles sont les conceptions? Quels sont les obstacles de ces conceptions? Comment peut-on les émerger par exemple? À ce niveau, l'enseignant doit choisir une méthode. Par exemple, je donne par exemple la méthode de brainstorming. Et il y a des techniques pour cette méthode. La technique de la carte conceptuelle. Vous pouvez chercher la technique de la trame conceptuelle. Pour l'utilisation du numérique, le numérique facilite l'utilisation de ces techniques. Je vous propose un outil, c'est CMaps Tools. Et il y a aussi un logiciel Xmind. Ce sont des logiciels qui permettent de construire des cartes conceptuelles à propos d'un concept. Et par exemple, si on évoque le concept, si je veux par exemple entamer avec l'élève le concept de respiration, déjà l'élève elle a des préconceptions concernant ce concept. Déjà, donc il faut chercher le template et la carte conceptuelle il joue un rôle très important. Donc, je vous donne un autre exemple. On peut, par exemple, avant de mettre en situation les apprenants, on peut réaliser un test diagnostique pour faire émerger ces préconceptions. Et l'outil numérique, il joue un rôle très important. Et je donne l'exemple de Google Forms, ou bien les forms sur Teams, etc. Ces techniques, ou bien ces plateformes, ils permettent aussi le traitement statistique. Donc, l'enseignant, il conçoit le test, et la plateforme, il va essayer de recueillir automatiquement et de traiter statistiquement les réponses des élèves. Et comme vous le voyez ici, vous avez un item ou bien une question en relation avec le concept de graine, ou bien le kalimat dial graine, que représente ce concept, quelle est sa fonction pour les élèves. Vous pouvez voir, c'est une expérience que j'ai fait avec mes élèves auparavant. Vous voyez que les élèves, avant le déclenchement des apprentissages, considèrent que la graine, c'est une structure de fécondation des plantes. Les élèves du tronc commun. Ils ont déjà étudié la reproduction sexuée au niveau du deuxième année collège, mais les savoirs scolaires ne persistent pas. Ce sont toujours les savoirs courants qui résistent et persistent. Donc, alors que la bonne réponse a été donnée par 13% des élèves. Donc, l'outil statistique, il permet le recueil automatique des réponses et leur traitement statistique. L'étape, ou bien la première étape qui est la mise en situation, nécessite une scénarisation d'une situation problème. Et pour scénariser une situation problème, il y a des normes à respecter. Première premier critère, c'est la fonction. Quelle est la fonction de cette situation? Au niveau de la planification, l'enseignant, il va déterminer la compétence visée
qui est la résolution du problème, et les ressources internes utilisées. Quel objectif? Quel savoir? شنو هي المعارف؟ quel savoir-faire? شنو هي المهارات اللي غادي يكتسبهم التلميذ؟ quel savoir-être? ما هي المواقف? etc. Le problème doit être contextualisé. Comme vous le voyez en couleur orange, vous avez le contexte d'une situation et ce contexte doit être connu de la part de l'apprenant. On essaie de le contextualiser et sur ce contexte, on peut donner des informations. En bleu, vous avez sur le contexte une information pour l'élève. Par la suite, on demande à l'élève une tâche et cette tâche doit être un peu complexe, comme vous le voyez sur les lignes en violet. Et il y a aussi les données et les consignes. Ces données et ces consignes, elles peuvent être injectées par la suite. Donc, après la mise en situation, l'élève il va entamer l'investigation et l'enseignant il va intervenir par la suite au niveau de la classe à faire des contraintes par des consignes ou bien par des données pour orienter l'apprenant vers une solution. Donc, c'est la mise en situation. Le numérique il joue un rôle très important quant à la motivation des élèves à ce niveau. Et un article que j'ai lu en ce qui concerne la comparaison entre la mise en situation d'une manière classique et la mise en situation d'une manière numérique, on trouve toujours que les apprenants ils sont plus motivés si on donne ou bien on scénarise la situation sous forme de vidéo. Il raconte à des élèves, maintenant on prend une mise en situation qui est didactisée d'un autre professeur, on dira sous forme d'une capsule vidéo envoyée aux apprenants ou bien au niveau de la classe. Donc il va attirer de plus la motivation pour les élèves. Deuxième étape, c'est la problématisation. L'enseignant il va inciter les apprenants à formuler eux-mêmes le problème. Quel est le problème que pose ce contexte? Donc, pour approprier ce problème et passer à la tâche et à sa résolution. Je vous donne un exemple d'une méthode utilisée pour cerner ou bien définir le problème. C'est la méthode KQOQCP ou bien KQOCOQP. Donc, qui fait quoi, ou quand, comment et pourquoi. Et on peut rajouter combien s'il s'agit d'une pédagogie par projet. Donc, pour cette technique, je ne vais pas l'expliquer. Vous pouvez visualiser une vidéo sur cette méthode sur YouTube. Et il y a plusieurs vidéos. Et on peut même donner la vidéo ou bien préciser la vidéo pour que l'apprenant puisse déterminer le problème. Il y a des vidéos selon l'âge des apprenants sur YouTube. L'étape suivante de la problématisation, c'est demander à l'élève de déterminer les variables. Donc, l'élève, au niveau des sciences de la vie et de la Terre, et surtout au lycée, il doit être capable de définir les variables de contrôle, la variable dépendante, la variable indépendante de l'expérimentation, et aussi déterminer quelques variables qui sont parasites. Donc, par la suite, on peut demander à l'élève de proposer des réponses possibles. Et ce sont des hypothèses normalement. Et on demande à l'apprenant de formuler ces hypothèses dans le conditionnel. Par la suite, l'apprenant est invité à corroborer ou bien à refuter ces hypothèses. Et c'est le rôle de l'investigation qui va le montrer. Donc, la troisième étape, c'est l'investigation. Cette étape, le rôle de l'enseignant est double. D'abord, l'enseignant, il joue un rôle de médiateur. C'est-à-dire, il va laisser un degré de liberté élevé aux apprenants. Et ceci, normalement, comme a dit mon collègue, c'est Naoui, cette étape doit être faite à la maison, en dehors de la classe. Donc, les élèves, ils vont chercher, construire leur apprentissage, chercher la solution, etc., tester les hypothèses. Et au niveau de la classe, l'enseignant, il peut jouer le rôle d'un tuteur. À ce niveau, le degré de liberté à l'élève, il est plus ou moins ouvert. Il est fermé un petit peu, puisque l'enseignant va exercer un effet barrière. C'est à travers les contraintes, à travers les ressources proposées par l'enseignant, les élèves, ils vont trouver des contraintes pour choisir ou bien définir la bonne conception. À ce niveau-là, l'élève, il peut même aussi remédier son raisonnement, déterminer d'autres variables à tester, etc.
Le rôle de l'apprenant, c'est l'expérimentation. Au niveau de cette phase, son rôle, c'est l'expérimentation, la documentation, la recherche, l'enquête, etc. Et je vous invite à voir le site lewatis.svt.free.fr, c'est un site très riche. Vous allez trouver des animations, des expériences assistées par ordinateur, des simulations, des applications même mobiles de biologie, de géologie, des data visualisations, des dictionnaires, et même aussi pour le primaire, on peut trouver des bandes dessinées scientifiques. Donc, par la suite, l'étape suivante, la quatrième étape, c'est la verbalisation et la confrontation. À cette étape-là, l'enseignant demande à un groupe d'élèves, chaque groupe d'élèves, d'élaborer un livrable. Et ce livrable, il serait exposé. Et on voit là le rôle de la technologie, de faire exposer pour l'ensemble de la classe le modèle proposé par chaque groupe. À ce niveau-là, les élèves de chaque groupe, il y a un passage d'un débat qui est restreint, d'un groupe qui est restreint, vers un groupe qui est public. On parle d'un débat qui est public. Et j'ai écrit que à ce niveau-là, l'écrit il va faire appel à l'oral. Le travail écrit, ou le modèle réalisé quant au processus, aux démarches et à la solution proposée pour chaque groupe doit être verbalisé. Dans ce cas, il s'agit de mettre à l'épreuve le modèle avec les ressources disponibles. Les débats, ils sont élargis à toute la classe et ils favorisent une explication plus poussée des modèles. Plusieurs suites sont possibles, soit un ou des modèles seront éliminés, soit les points de vue tiennent la route mais restent inconciliables. Donc, par la suite, l'oral, comme c'est écrit, il fait bouger l'écrit à travers ce débat public. La confrontation des modèles explicatifs sous forme écrite et place chaque élève devant la diversité des conceptions. Chaque élève se reconnaît de façon non isolée dans un type de modèle et prend connaissance d'autres modèles possibles. On est donc plusieurs à expliquer de la même manière et de là on avance dans la construction d'un modèle qui est acceptable par tous. Donc vous avez une diversité des modèles, une confrontation des modèles, une comparaison des modèles et la construction d'un modèle, un consensus. Et à ce niveau-là, il est préférable de filmer cette partie de débat public, car pour être visualisé par la suite par les apprenants vers des situations de remédiation ou bien de réinvestissement pour remédier aux étapes, remédier à leur démarche et ainsi de suite. Quant à l'intention de l'enseignant, l'enseignant à ce niveau, il est un médiateur. Il laisse le libre choix aux élèves, il les laisse s'exprimer. Donc la première intention, c'est la verbalisation. Et l'objectif de l'enseignant, c'est de développer les capacités communicationnelles, développer un discours scientifique. Aussi, quant à la confrontation, l'objectif, c'est de confronter les raisons, et non pas les résultats, mais les raisons, développer une pensée qui est critique. Et dans ce cas, l'erreur, il va prendre un nouveau statut, un statut qui est positivé. Je vais passer à la suite. L'étape suivante, c'est la validation. Dans cette validation, l'écrit il va fixer les idées structurées par l'oral. Donc, les débats publics, ils vont permettre aux élèves de se stabiliser dans un modèle. Le rôle de l'enseignant, il va jouer un rôle de tuteur. Donc, il va proposer, il va homogénéiser la classe et préciser les savoirs à retenir et sous quelle forme à retenir, mettre en relation ou bien en tension les savoirs produits par les élèves et les savoirs scolaires et scientifiques, s'assurer que l'on apprend, que l'on a répondu à la question ou bien au problème posé et fournir une trace écrite de toute la progression, incluant les nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être. Cet écrit, bien sûr, il est important puisque c'est la trace d'un savoir scientifique qui est partagé par l'ensemble de la classe et construit par l'ensemble des apprenants.
Donc, à ce niveau-là, on peut assister à une nouvelle conceptualisation. Les préconceptions au début des apprentissages. Et on passe à la suite, vers la dernière étape, ou bien après la résolution du problème, il y a ce qu'on appelle le réinvestissement et l'évaluation. L'enseignant, à ce niveau-là, il peut utiliser des situations de réinvestissement. L'objectif, c'est de se familiariser avec les nouveaux acquis et les consolider la démarche. Et on peut, à ce niveau-là, le numérique... Oui. D'accord. Ok, vous me donnez 5 minutes. Merci, vous me donnez 5 minutes. Ok. À ce niveau-là, on peut revoir les étapes, l'utilité du numérique, revoir les étapes. L'élève, il peut faire une auto-remédiation. Et bien sûr, il y a aussi l'évaluation de ce processus. On peut proposer des situations d'évaluation, évaluer les nouvelles conceptions, évaluer le raisonnement. Et on peut aussi voir le rôle du numérique dans ce cas. Si on utilise le même test, le premier test, sur lequel on a articulé des savoirs, des savoir-faire, etc., vous pouvez voir qu'il y a une amélioration quant aux conceptions des apprenants. Sur des logiciels, j'ai cité l'étape de la mise en situation, la carte conceptuelle et les logiciels. À ce niveau-là, l'élève peut remodifier la carte conceptuelle qu'il a déjà produit au niveau de la mise en situation. On assiste à une auto-évaluation à ce niveau-là. Donc, je vais conclure par souligner l'importance de la planification et l'importance du scénario pédagogique pour rationaliser les apprentissages. Donc, la résolution de problèmes est efficace s'il y a une planification qui est bien construite. D'abord, au niveau de la planification, l'enseignant est invité à définir le point de départ, le point d'arrivée en termes de compétences. La formulation de la compétence, elle joue un rôle très important, définir le temps, afin de cette unité, l'apprenant va mobiliser quel savoir-faire, quel savoir-être, pour résoudre quel type de situation, relative à quel problème, les conditions, et aussi l'importance de définir le processus entre les deux points, le point de départ et le point d'arrivée. L'enseignant est invité à préciser les ressources internes et externes, de définir le contexte de la situation problème et le contexte de la résolution du problème. Il doit tenir compte au niveau de ce scénario de la dimension temporelle, la durée de chaque étape, la dimension spacieuse. Est-ce que c'est dans la classe ou bien en dehors de la classe? C'est en présentiel ou bien à distance, synchrone ou bien asynchrone? Et aussi, il doit définir les méthodes, les outils et les techniques. Je termine par la phrase suivante. La planification est une auto-évaluation de la pratique enseignante pour la résolution de problèmes à l'apprentissage. Et merci pour votre attention et je m'excuse pour ce retard. Merci, Sir Rahali. Vous avez pu nous présenter un concept qui m'est très cher, à savoir le concept de situation-problème. C'est un constituant essentiel de l'apprentissage des sciences de la vie de la Terre et aussi un élément clé de la compétence. Merci d'avoir présenté les modèles pédagogiques, les processus mis en cause et les étapes d'apprentissage par la résolution de problèmes, pour la mise en situation, la scénarisation, les contextes de situation, etc. Vous avez su nous présenter toutes les bases et les étapes nécessaires pour une bonne application de la résolution de problèmes à l'ère du numérique, avec aussi, évidemment, l'importance de la planification pour introduire la démarche de résolution de problèmes à l'ère du numérique.